Dès que la porte en acajou s'est refermée derrière moi, tout est devenu immensément réel. L'odeur du bois poli, le reflet des chandeliers sur le parquet, le tic régulier d'une horloge trop vieille pour être neutre. Autant de détails qui m'ont dit, en une seconde, que j'étais entré dans un théâtre où l'on jouait depuis des générations. J'ai senti le regard de la maison sur moi, et je me suis dit, sans dramatiser, soit c'était la meilleure décision que j'allais prendre, soit la plus grosse erreur. Ils attendaient dans le salon, rangés par filiations invisibles. Harold, patriarche fatigué, occupait le fauteuil d'où il regardait le monde comme s'il en détenait le mode d'emploi et le code. Patricia, sa femme, avait l'air d'être sculptée pour surveiller les angles morts. Tout en elle me tolérait et me pesait. Viven, la sœur, gloussait avec une précision étudiée, comme si le rire avait été inventé pour couper la parole des autres. Marcus a fait un pas vers moi, un sourire un peu contrit, et j'ai vu dans ses yeux l'amour, mais pas la fidélité absolue qu'on prête à des héros de romans, plutôt une loyauté partagée, divisée entre moi et un monde dont je ne faisais pas encore partie. Je portais volontairement des habits simples, rien de spectaculaire, une robe modeste, des chaussures qui avaient de bonnes heures de marche derrière elles, et une paire de boucles d'oreilles qui, si on les regardait de près, avaient appartenu à ma grand-mère Margaret. Elles étaient petites, tarnies, mais j'avais choisi ce clin d'œil intentionnel. La seule ostentation que j'acceptais était celle du souvenir. Margaret m'avait appris 2 choses, et ces 2 choses guidaient chacun de mes pas ce soir-là. La première, la dignité ne s'achète pas. La seconde, le caractère se révèle quand on pense que personne n'observe. À table, le tissu de la nappe semblait plus blanc que nécessaire, comme si la maison prétendait à une innocence qui n'existait pas. Les couverts étaient alignés avec une morgue méticuleuse. Patricia, qui s'est levée pour m'accueillir d'un baiser froid sur la joue, a posé ses yeux sur ma tenue comme on inspecte une marchandise. « Oh, tu es charmante », a-t-elle dit. Ce charmante était le premier ruban autour du jugement qui allait effleurer tout le reste de la soirée. Les remarques sont venues comme une pluie fine mais insistante, d'abord des clins d'œil, puis des phrases qui n'avaient d'autre but que me classer là où il leur plaisait. « Elle a un côté très rustique », a murmuré Viven. « On aurait dit une aide ménagère », a lancé Patricia, Alf en plaisantant, Alf en énonçant une évidence dont la violence se dissimulait derrière un sourire. Marcus n'a pas protesté. Il a tenté des phrases conciliantes, bref rappel qu'il me connaissait mieux que ces gens-là. Mais le silence des autres, leur adhésion au sous-entendu, m'a appris plus sur eux qu'un sermon n'aurait jamais pu faire. Je n'étais pas naïve, j'avais faim la naïveté. C'était le cœur de mon pari. Depuis 14 mois, j'avais retenu au maximum les signes visibles de ma réussite. Pas d'articles, pas de soirées mondaines, pas de montres ostentatoires qui auraient servi de crachoir à leur curiosité. J'ai laissé Marcus entendre une version tronquée de ma vie. Un salaire convenable, une carrière dans la tech, rien de plus. Pourquoi ? Parce que Margaret m'avait dit un soir, alors que la pluie frappait la fenêtre et que nous tracions des chiffres sur l'enveloppe d'un magazine, « Laisse les gens être tels qu'ils se montrent, ne leur donne pas les armes pour se dévoiler. Regarde plutôt ce qu'ils font quand ils pensent que rien ne les trahit. » Ma grand-mère n'a jamais cherché la richesse pour elle-même. Elle croyait à un luxe différent, l'indépendance tranquille. Elle m'a appris à me rendre invisible pour mieux observer, à ne jamais confondre la gêne passagère avec la honte réelle. Ce n'était pas de la comédie, c'était une méthode de survie. Les Whitmore, je l'avais compris depuis longtemps, vivaient sur des illusions. Des apparences de puissance, des réseaux de faveurs, des concessions qui avaient l'air solides tant qu'on évitait de regarder leurs comptes. Marcus, lui, était pris entre 2 mondes. L'amour sincère pour moi et une allégeance qui avait été forgée par l'éducation, la peur du scandale, le besoin d'être à la hauteur. Il faut que je le dise franchement, j'avais les moyens, je gagnais bien ma vie. Ma position ne m'obligeait à aucune dépendance et ma liberté avait été financée par mon travail. Mais je voulais voir l'envers du décor. Je voulais confirmer une suspicion sourde qui avait poussé comme une mauvaise herbe dans mes conversations avec Marcus. Et si leur emphase sur le statut n'était pas que mondanité, mais un réseau construit pour protéger des failles financières? Et si, au fond, j'étais destinée à être l'épaisseur de carton qui recouvre une boîte vide?
Le dîner a servi d'épreuve. Les plats succédaient aux coupes, lourdes céramiques, lourdes réputations. Il parlait de voitures, de clubs, d'une franchise de restaurants dont il parlait comme d'un patrimoine, avec un respect religieux. Harold égrenait des détails de gestion comme un homme qui répète ses prières. Patricia parlait d'une alliance à venir avec une famille Castellano. Alexandra Castellano, une femme connue pour ses placements et son sens du calcul. Les mots fusion, franchise, contrat essentiel revenaient comme des refrains. Et moi, assise là, je me suis mise à écouter d'une manière ni innocente ni dangereuse. J'écoutais pour comprendre. J'ai noté une hésitation dans la voix de Patricia, une pause trop longue quand elle prononça le nom de Marcus. Les petites phrases qui suivaient, lâchées comme des éclats de porcelaine, révélaient ce que les politesses masquaient. « Il faut qu'il soit convaincant », a-t-elle dit en souriant, « ou du moins qu'il ne cause pas de problème. »« Elle fera l'affaire », a répondu Viviane, sans même regarder ma main sur la nappe. Ce « elle » était mon épiderme social, un rôle interchangeable. Ce fait après l'entracte du fromage que la conversation a basculé vers ce que je n'avais pas prévu d'entendre. Je me suis levée sous un prétexte banal, vérifier la vue, prétendre attraper une serviette, et je suis sortie dans le couloir. Le couloir mensonger, avec ses tableaux anonymes et sa lumière feutrée, avait toujours l'air d'un couloir d'hôtel de province prétendant au luxe. Là, à quelques mètres, la porte du bureau de Harold était entr'ouverte. Une voix m'a atteinte, plus basse, plus hachée qu'à table. C'était la voix de Patricia, et elle parlait avec Viviane. « Nous ne pouvons pas rater cette opportunité, » disait Patricia. « Castellano veut une garantie, il ne signe sans assurance. » Viviane répondit, plus impudente, « Il suffit d'un bon mariage, Marcus joue son rôle, il ne faut pas le troubler. L'affaire se règle et nous sortons du rouge. » Mon cœur a perdu un battement. Je suis restée immobile, appuyée au mur. Ce n'était peut-être rien, peut-être des inquiétudes relatives à une fusion banale, la panique passagère d'une entreprise en difficulté, mais certaines choses ne s'expriment pas par de simples mots. Il y avait une qualité dans leur ton, une manière de parler des relations humaines comme de ressources consommables qui m'a glacée. Les Whitmore n'étaient pas simplement attachés au prestige, ils considéraient les gens comme des instruments. Je n'avais pas posé la porte, je n'avais pas fouillé, j'ai écouté. L'éthique de ce petit moment m'a tarabusté tout de suite. Est-ce que ce que j'entends me donne le droit de m'immiscer? Margaret m'aurait regardé et m'aurait demandé si la curiosité servait la justice ou la revanche. Elle aurait dit « Laisse la vérité s'éclairer, mais ne deviens pas celle qui l'allume pour blesser gratuitement. » La conversation a continué et les éclats de phrases m'ont livré un tableau plus concret. « Il ne voit les comptes depuis des mois, » a murmuré Viviane. « Harcèlement de fournisseurs, des retards. Harold nettoyait ça en coulisses, mais ce n'est plus tenable. Alexandra veut de la stabilité financière. » Un rire, bref et dur. « Si Marcus se marie, tout devient plus simple. On pourra présenter une façade. » Je n'ai entendu aucune parole explicite sur des détournements, mais le sens était là, dans les silences, dans les respirations. L'idée que ma place dans la famille ne serait qu'un élément de décor, qu'il me verrait comme une caution sociale, comme une vignette placée au coin d'un contrat, m'a rendu furieusement lucide. Marcus, mon Marcus, d'où viendrait-il dans ce monde? Était-il victime d'une manipulation qu'il ne pouvait peser ou était-il en complice par omission? Le problème était double. S'il me considérait comme une marionnette, cela signifiait que toute confiance proclamée par Marcus pouvait être superficielle. Et s'il était conscient et muet, la trahison serait plus profonde. Je me suis recroquevillée dans le silence et j'ai écouté plus loin. Des noms surgirent, des dates. « L'échéance en juin », a dit Patricia. « Si on ne règle pas ça avant, Castellano retire l'offre. » Et puis, presque comme une chute, Viviane a murmuré « Nous avons nos façons de redistribuer, ce n'est pas nouveau. » Redistribution. Redistribution, ce nom a un goût de transgression. Il laisse entendre qu'on trafique des flux, qu'on ajuste pour maintenir les apparences. Je suis revenue à la porte,
proche de l'envie d'ouvrir, de tout interrompre. Mais j'ai reculé. Il y a une différence entre le désir irréfléchi et la stratégie. J'ai regagné la salle comme on recule d'un piège. Ma place à table ne pesait pas moins lourd, mais je portais maintenant une information qui m'obligeait à la prudence. Marcus a remarqué un changement dans mon regard, une lueur que je m'efforçais de masquer, et il a bégayé une excuse. J'ai souri. L'art de la comédie n'est pas que pour les autres. J'avais choisi d'apparaître pauvre et naïf. J'allais tenir ce rôle aussi longtemps qu'il le faudrait. Ce que j'avais entendu m'a tracé une route. Pas une route de vengeance, je n'en suis pas faite, mais une route vers la vérité. Margaret m'aurait dit « Cherche la vérité avec des papiers et des témoins, pas d'anecdotes chuchotées. » Et c'était exactement ce que je me suis promis. Pas de scandale gratuit, pas d'exhibition malveillante. Si la maison Whitmore dissimulait des failles, il fallait des faits et pas des rumeurs chuchotées. J'ai décidé, au milieu des coupes de vin et du fromage, que j'allais attendre, recueillir, confronter seulement lorsqu'il y aurait suffisamment de lumière pour évincer l'ombre. La fin du repas a été une succession de politesses. Tout le monde a dansé autour de la vérité sans jamais donner de coups. Marcus a pris ma main, comme si ce geste pouvait effacer la distance que je venais de mesurer. Patricia m'a offert une tasse de thé en me plaçant un regard qui voulait dire « Bienvenue chez nous », mais qui sonnait plutôt « Regarde et apprends ta place ». Viviane, elle, m'a effeuillé du regard comme on jauge un vêtement d'occasion. J'ai mangé, ri aux bonnes blagues, accepté les compliments fins. Je voulais qu'ils continuent de me sous-estimer. Leur mépris m'offrait le terrain nécessaire pour la suite. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai retiré mes boucles d'oreilles et je les ai regardées sous la lumière de ma cuisine. Elles brillaient d'un éclat discret. Margaret m'avait donné ses bijoux avec une formule qu'elle répétait parfois. « Ne montre pas plus que tu veux donner, Ella. On suffit à soi-même. » Ce soir, je m'étais donné volontairement peu, mais j'avais pris une coupe pleine d'observations. Un test social, oui, mais surtout une porte ouverte sur une vérité plus lourde. Je n'ai pas agi impulsivement. Les paroles dans le couloir m'avaient offert des hypothèses, pas des verdicts. Je savais que ce que j'entreprenais pouvait être moralement ambigu. Écouter, après tout, n'est pas anodin. Retenir des mots à l'insu d'autrui te transforme, pour un instant, en juge et en dépositaire d'un secret. J'ai remis les bijoux grand-maternels dans leur petit coffret et j'ai posé une main dessus comme pour sceller une promesse. Je n'allais pas me transformer en justicière nocturne. Je ne voulais pas d'un triomphe bruyant. Je voulais seulement la clarté. Le lendemain matin, Marcus m'a envoyé un message affectueux, plein d'images de projets partagés, de week-ends envisagés. J'ai répondu avec la même tendresse qui n'annule pas la lucidité. Il y a un moment dans toute histoire où l'on choisit l'action la plus difficile. Regarder la personne que l'on aime et lui demander ce qu'elle est prête à perdre. Je n'en étais pas encore là. Avant la question, il fallait des éléments concrets. Avant l'accusation, il fallait des preuves publiques, vérifiables, que je pourrais présenter sans mon cœur sur la main. Je me suis mise en tête qu'il y aurait un temps pour tout cela, un temps pour enquêter et un autre pour dévoiler. Mais je me suis promis aussi de garder la moralité intacte. Pas d'humiliation pour le plaisir, pas de vengeance pour combler un orgueil blessé. Ma grand-mère n'aurait pas approuvé les méthodes extrêmes. Elle m'avait élevé à croire qu'on restaure la justice en montrant la vérité, pas en allumant des feux de joie au-dessus des ruines d'autrui. Et puisque vous êtes encore là, si ce récit vous intrigue, mettez un like. Votre soutien compte. Après ce dîner, tout a basculé dans une mécanique plus silencieuse. Les jours suivants, j'ai repris ma façade la plus efficace. Ignorance charmante, questions convenues, rire en retard. Marcus me parlait du calendrier des fiançailles, de la joie de sa mère à l'idée d'une fête somptueuse, de la nécessité d'introduire Alexandra Castellano dans notre cercle commercial et social pour sceller l'alliance. À chaque mention, un frisson parcourait ma peau. Alexandra, ce nom sonnait comme un rouleau de papier à en-tête.
Elle était la clé, peut-être, de ce que j'avais entendu. Les Whitmore se préparaient à vendre une image. L'image, ce soir-là, sentait la colle fraîche et le vernis. Ils espéraient qu'un mariage rendrait la maison impérissable. Ce que je craignais et que la porte entr'ouverte du bureau m'avait suggéré, c'est que le mariage servirait à recouvrir des fissures comptables, à masquer des flux troubles, à transformer une famille en une façade contractualisée. Marcus, pris dans le feu lent de ses espoirs, ne mesurait peut-être pas les conséquences. Je me tenais à la lisière de tout cela, et dans cette lisière, il y a une caractéristique qui décide souvent des issues. La patience. Je l'avais apprise de Margaret comme une vertu utile, presque autant que la prudence. Patience pour rassembler, patience pour vérifier, patience pour ne pas briser ce que l'on doit soigner. Mais il y a aussi un seuil de tolérance au-delà duquel la patience devient complicité. J'avais besoin de savoir où se trouvait ce seuil avec les Whitmore. La première semaine après le dîner, les gestes de tous sont restés d'apparence inchangés. Mais j'ai senti la maison travailler en coulisses. Invitations, coups de téléphone à voix basse, agenda remis en ordre. Quand Vivin parlait de la fête, ses yeux brillaient d'un argent dont je ne voulais pas être l'éclat. Je suis restée, chaque fois, la fiancée modeste, la partenaire qui n'aimait pas faire d'histoire. Un rôle. Mais dans le rôle, une conscience qui prenait note. Un soir, alors que Marcus m'a raccompagnée jusqu'à la portière, il a posé sa main sur ma joue. « Tu as été formidable cette semaine », a-t-il murmuré. J'ai laissé un sourire effleurer mes lèvres, mais à l'intérieur, les mécanismes étaient déjà en marche. J'étais déterminée à ne pas laisser la colère guider mes choix. La colère aveugle. La stratégie, au contraire, exigeait sang-froid et collecte de matériaux qui tiendraient face à un examen public. Je ne savais pas encore comment je franchirais le pas suivant, je savais seulement ceci. Je n'avais pas l'intention de me laisser utiliser comme un papier de soie dans l'emballage d'un contrat. Je n'avais pas envie de divorcer de l'idée que l'amour pouvait être à la fois fragile et exigeant. J'avais envie de vérité, et la vérité demande parfois d'être cherchée dans des documents, des témoignages, des chiffres qui ne se contentent pas d'une parole. Mais ces choses, je les garderai pour plus tard. Pour l'instant, la scène était posée, les acteurs sur leur marque, et le rideau prêt à se lever sur un acte où la simple apparence de la pauvreté allait devenir un instrument. La suite de cette nuit n'appartient pas encore à l'histoire que je peux raconter aujourd'hui, mais je me rappelle très nettement le sentiment, pas de victoire, pas de désespoir, simplement la certitude froide que la vraie épreuve commençait maintenant, silencieuse et méthodique, et que je devais décider qui j'étais prête à être pour la vérité. Les semaines qui ont suivi eurent le rythme discret d'un engrenage que l'on remonte sans que personne n'entende le cliquetis. Je me suis mise à compiler des choses qui, prises séparément, pouvaient sembler anecdotiques, mais assemblées, elles formaient une image plus précise qu'un simple soupçon. J'insiste, tout ce que j'ai utilisé provenait de sources légitimes, des copies de contrats fournis par un tiers, des témoignages écrits d'anciens fournisseurs, des rapports publics sur des retards de paiement, des extraits de comptes rendus d'assemblées d'actionnaires, des factures signées et des déclarations. Jamais je n'ai prétendu détenir la vérité par intuition seule. Je voulais des documents qui tenaient debout devant n'importe quel avocat ou journaliste. Margaret m'aurait applaudi pour cette prudence. Les faits est là, laisse les faits parler, répétait-elle. Je travaillais par petites tranches de temps, souvent très tôt le matin ou tard le soir, lorsque les formes humaines devenaient floues et que ma conscience pouvait faire le tri sans interférence. Je relisais les mots de la conversation dans le couloir comme on relit la partition d'un crime géométriquement simple. Un besoin de garantie, une volonté d'utiliser un mariage, une mention détournée de redistribution. Ces indices, que j'avais pris au début comme des métaphores de panique, se sont soudain alignés avec des pièces concrètes apportées par d'autres voix. C'est là qu'est intervenu Richard. Richard Hartley n'était pas un héros romanesque, c'était un homme d'affaires aux mains rougies par les contrats cassés, qui avait des comptes à régler avec les Whitmore depuis des années. Il n'avait le moindre intérêt à me protéger par bonté d'âme, son intérêt était sa propre réparation.
Et pourtant, son intérêt et mon désir de vérité coïncidaient suffisamment pour que nous formions une alliance prudente. Il m'a rencontré dans un café, sans fuyoriture, a déployé devant moi un dossier soigneusement agrafé et m'a dit sans détour « Je ne veux pas pourrir un mariage, je veux que la vérité sorte. Si elle sort propre, je pourrai récupérer quelque chose. Si elle sort sale, je perdrai tout. Et vous ?» J'ai répondu en citant Margaret « Je veux des preuves, pas une vengeance. » Il a souri d'un air cynique et m'a tendu la première pièce. Ce dossier contenait des copies, des relevés et des attestations, des fournisseurs qui témoignaient avoir été payés en retard systématiquement, des factures portées sur des comptes différents de ceux indiqués dans les rapports d'activité, une lettre d'un ancien comptable qui disait ne plus pouvoir aligner les chiffres sans question. Richard ne m'a pas expliqué comment il avait obtenu chaque feuille et je n'ai pas posé la question. J'ai simplement rangé ce qu'il m'a donné parmi ceux que j'avais déjà. Annonces légales, rende compte de réunions publiques, mentions dans des journaux locaux. À mesure que les pages s'empilaient sur la table de mon salon, la scène se dessinait sans ambiguïté. La franchise sur laquelle les Whitmore misaient leur réputation avait des trous. Des flux monétaires étranges avaient été soit réorientés, soit retardés. Quelqu'un quelque part profitait de la confusion. Une des pièces les plus troublantes était une déclaration d'un ancien gérant d'une des concessions, signée, datée et déposée auprès d'un tribunal du travail après son licenciement. Il expliquait en termes sobres que des factures avaient été ajustées pour régler des comptes internes et que lorsqu'il avait protesté, on lui avait conseillé de faire profil bas. Un autre témoignage venait d'un fournisseur qui conservait toutes ses correspondances. Il affirmait avoir été facturé pour des services non rendus et avoir constaté des virements vers des comptes dont il ne reconnaissait pas le motif. Ces éléments n'étaient pas des preuves définitives de détournement et je le disais à voix haute aux personnes à qui je les présentais pour que chacun sache que je ne fabriquais pas un récit. Mais ils formaient une trame suffisamment dense pour exiger des réponses. À côté des documents, il y avait le facteur humain. Quelques personnes étaient prêtes à parler, à condition d'être protégées. Richard me parla d'un ancien membre du personnel administratif de la maison Whitmore, qui avait été licencié pour raisons disciplinaires, mais qui conservait des copies de certaines factures et qui, surtout, était prêt à témoigner de conversations ayant trait à des redistributions suspectes. Nous avons pris le temps de le rencontrer dans un lieu neutre. Il est arrivé nerveux, la main tremblante. Il m'a tendu une liasse de photocopies et a dit, presque honteux, « Je ne veux pas nuire aux gens, mais on m'a demandé de modifier ces montants. J'ai gardé ces copies parce que j'avais peur. » J'ai écouté sans ciller, notant encore une fois la proximité entre peur et vérité. Il y eut des moments de doute. Parfois, la somme des éléments me donnait le vertige moral. Margaret m'avait appris à être forte, mais jamais à être infaillible. J'ai passé des nuits à me demander si j'étais en train de créer une forêt de certitudes autour d'un arbre qui, au bout du compte, serait ordinaire. Pour ne pas céder au vertige, je l'ai partagé avec Richard et avec une amie journaliste, non pas pour organiser une cabale, mais pour confronter mes conclusions à des regards indépendants. Cette journaliste a lu le dossier et m'a conseillé avec professionnalisme « Tu tiens quelque chose, mais ne fais pas d'accusation publique sans une chaîne de preuves qui supporte l'argument et fais attention à ta motivation. » Le rappel à l'éthique m'a rassuré. Nous allions construire un cas non pas pour la satisfaction d'un triomphe personnel, mais pour rendre compte fidèlement des faits. Pendant ces semaines, je continuais ma comédie. Je présentais la fiancée humble, incertaine, naïve, et je disais parfois des choses qui faisaient hausser les sourcils de Marcus, mais rarement au point d'éveiller des soupçons. Je laissais des détails insuffisants sur mes revenus, je souriais quand on me débitait des opinions condescendantes, je riais aux plaisanteries privées. Cette vie scindée me demandait de l'art dramatique. Paradoxalement, elle me rendait de plus en plus réelle à moi-même. Car jouer la pauvreté quand on n'en est pas revient souvent à expérimenter une liberté étrange, celle de ne pas subir la pression sociale. J'avais la possibilité d'observer sans que mes observations soient influencées par le retour immédiat du monde. C'était cru, certes, et parfois cruel en substance, mais nécessaire. Il y eut aussi des conversations avec Marcus, mesurées, parfois confuses. Je ne l'accusais pas directement. Je posais des questions qui semblaient anodines. Tu veux que cette alliance se fasse vite? Tu crois qu'on peut régler ça sans bruit?
Il m'offrait des réponses évasives, une loyauté qui peinait à se prononcer. Ma mère est inquiète, c'est compliqué. À d'autres moments, il disait des choses qui me rappelaient l'homme que j'aimais, avant que la famille ne devienne un personnage trop lourd. Ces inflexions m'ont parfois fait vaciller, mais je savais aussi qu'aimer quelqu'un n'excuse pas sa complaisance. Margaret disait « L'amour est une balance, pas une prison ». Alors j'ai continué. La conversation préparatoire avec Richard prit bientôt la tournure d'une stratégie. Pas une stratégie belliqueuse, une stratégie qui se voulait juste et misant sur la transparence. Nous avons convenu d'un plan simple et symbolique. Attendre l'événement le plus public de leur calendrier, la fête de fiançailles que Patricia voulait somptueuse, et y révéler des éléments indiscutables. Des documents signés et des témoignages rédigés, en présence de témoins, de journalistes et de partenaires commerciaux. L'idée était de transformer une scène de célébration en un lieu de vérité, de forcer la question publique sur des éléments qui, jusque-là, avaient vécu dans l'ombre. L'ironie n'échappa à personne, faire tomber une façade au moment même où elle devait briller. Nous avons planifié avec soin la présentation, des dossiers en main, des photocopies à distribuer, quelques témoins prêts à parler et la présence discrète d'un représentant d'une entreprise partenaire prêt à suspendre toute signature tant que les anomalies n'étaient pas clarifiées. Je ne voulais pas, encore une fois, faire le spectacle pour le spectacle. Je voulais que les faits puissent déclencher des actions institutionnelles, une enquête interne, des audits, la suspension de contrats et non seulement produire une humiliation privée. Richard, pour sa part, avait un intérêt additionnel. S'il présentait ses preuves publiquement, il aurait plus de chances d'obtenir une renégociation honnête de ce qu'on lui devait. Nous étions deux acteurs aux motivations croisées, mais convergentes sur le point le plus important, que la vérité soit exposée là où elle compterait. Les jours précédant la fête, je vivais comme une funambule. J'assistais à des réunions, je répondais à des invitations, je souriais aux possibles cadeaux, tandis que de l'autre main, je relisais les documents et corrigeais les témoignages. Dans ma poche, j'avais un petit dossier scellé, copie certifiée, témoignage signé et une lettre de l'ancien gérant qui expliquait en termes simples le mécanisme, sans l'accuser par des mots trop forts, mais assez précis pour faire réfléchir. Je gardais aussi une version numérique sur un disque dur que je ne confierais à personne d'autre, sauf à des tiers de confiance, au cas où les documents seraient contestés. Tout cela sonnait bureaucratique, mais la vérité se nourrit souvent de paperasses banales. La veille de la fête, Vivonne m'a appelé pour me parler d'un détail insignifiant, la disposition d'une table, la couleur des serviettes. Son ton était de celui qui ne soupçonne rien. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai accroché son souci comme on accroche un tableau dans un salon qu'on l'on veut observer à distance. Marcus m'a envoyé un message plus tard, court et tendre. Demain, je veux que ce soit parfait. J'ai senti mon cœur se serrer un instant, un exercice de mémoire, non de faiblesse. La perfection dont il parlait élevait la mise. C'était le moment idéal pour la révélation, mais c'était aussi le moment où l'on pouvait le plus me demander des comptes. Pourquoi déclencher une crise à la veille d'un engagement familial? Le matin de la fête, j'ai choisi d'arriver modeste. Margaret aurait hoché la tête à cette décision. Porter un vêtement discret, encore une fois, servirait la narration. D'abord l'apparence pauvre et naïve, puis la révélation de qui j'étais vraiment. J'ai laissé les boucles d'oreilles de ma grand-mère dans leur écrin, comme si je ne voulais pas me séparer des repères qui m'avaient guidée jusque-là. À la maison Whitmore, l'agitation était palpable. Fleurs, traiteurs, verres qui se teintaient pour ne pas révéler une époque de pression. Les invités arrivaient, et avec eux cette odeur caractéristique des fêtes familiales, où l'on mesure sa supériorité en grammes de cristal. Je me suis tenue au coin de la pièce, saluant, prisant la chaleur des compliments fins, tout en jetant des regards discrets vers la table réservée aux invités d'honneur. Les conversations bruissaient autour de moi. Je n'étais pas l'héroïne d'un conte, j'étais une femme qui avait choisi une tactique et qui se préparait à emporter la responsabilité. À un moment donné, alors que l'orchestre s'accordait,
j'ai remarqué l'arrivée d'Alexandra Castellano, dont le nom avait résonné dans le couloir des semaines plus tôt. Elle était exactement comme on la décrivait, nette, distincte, calculatrice. Elle a salué d'un geste qui ressemblait plus à une transaction qu'à un salut. Patricia rayonnait de contentement. Harold semblait soulagé. L'air était chargé de certitude et de parfum. J'avais 1 heure avant que les discours ne commencent. J'ai profité de ce temps pour remettre à Richard une copie supplémentaire du dossier, dans un étui discret. Il m'a serré la main, sans grandiloquence, et m'a dit « Quand tu monteras, garde la voix claire. Donne les faits, pas la colère. » J'ai hoché la tête. C'était plus facile à dire qu'à faire. La colère dort souvent sous la forme d'un animal blessé, prêt à bondir. Mais Margaret m'avait appris à museler la bête pour qu'elle ne dévore pas la vérité qu'on veut servir. La première partie de la soirée s'est déroulée comme prévu. Toast, compliments, musique douce. Les invités étaient dans une attente délicate, comme des spectateurs qui n'ont pas encore réalisé qu'ils sont eux-mêmes des personnages dans une pièce. On m'a invité à dire quelques mots, naturellement, pour honorer l'instinct. J'ai pris la parole avec une voix qui voulait la douceur, mais qui portait déjà la précision d'une lame. J'ai remercié la famille, parlé d'amour et d'engagement. Les applaudissements ont suivi. J'ai souri, j'ai reposé ma coupe. Et puis j'ai demandé, presque en passant, si je pouvais ajouter quelque chose qui concernait le bien-être de notre avenir commun. Une phrase banale, neutre, qui a suffi à attirer quelques regards. J'ai annoncé que je souhaitais, avant de sceller cet engagement, clarifier certaines questions sur lesquelles nous ne pouvions pas légitimement nous prétendre ignorants. Les regards se sont tournés vers moi, d'abord étonnés, puis susponneux. Patricia a esquissé un mouvement de retrait, l'œil déjà calculateur. J'ai demandé s'il était possible d'avoir l'attention de tous ceux qui estimaient que la transparence était une valeur. Il y a eu des murmures, certains étonnés, d'autres amusés, mais personne n'a quitté la salle. Je me suis rapprochée du petit pupitre qui était prévu pour les discours. Ma main tenait le dossier. Richard s'est levé et a placé à vue quelques copies devant une table de journalistes présents. On murmura que cette mise en scène ressemblait à une opération calculée. J'ai respiré. Puis, en quelques phrases courtes et claires, j'ai exposé les faits que j'avais réunis, sans exagération, sans fioriture. J'ai lu quelques extraits de témoignages, j'ai cité des dates et des pièces, j'ai dit que ces documents étaient disponibles pour quiconque souhaitait les vérifier et que j'étais prête à coopérer avec toute enquête indépendante. Quand j'ai prononcé les mots sur des factures redirigées et des paiements inexplicables, certains visages se sont fermés. Vivian a blêmi, comme si quelqu'un venait d'éclipser son sourire calculé. Patricia a essayé de reprendre la parole, de parler d'un malentendu, d'une interprétation, mais elle ne put couvrir la force de l'évidence. Richard a remis une liasse à un représentant d'un grand partenaire commercial présent dans la salle. Il a lu, yeux écarquillés, et a posé le document sur la table comme on pose un verdict intermédiaire. Des chuchotements se sont transformés en conversations accélérées. Une responsable de la franchise, qui était venue pour finaliser des points contractuels, a levé la main et a dit qu'elle demandait un délai immédiat pour réexaminer les documents. C'était précis, institutionnel, et cela évitait l'explosion privée pour favoriser une procédure qui pouvait aboutir à des changements réels. Marcus s'est levé à cet instant, visage pâle. Il a tenté de prendre la parole pour me défendre, pour dire combien il m'aimait, mais ses mots semblaient de petites billes lancées contre une vitre qui venait de se briser. Certains invités se sont tournés vers lui avec une curiosité devinée, d'autres avec une condamnation muette. Je n'ai pas prononcé son nom pour le blesser. J'ai mentionné des pratiques, des faits et des éléments de preuve. Je n'ai pas crié, je n'ai pas ri. J'ai simplement laissé les documents parler, et les documents parlèrent. La deuxième partie de la soirée prit un rythme presque clinique. Des journalistes prirent des copies, un représentant juridique se leva pour demander s'il pouvait consulter les originaux après la soirée, un responsable d'une franchise voisine annonça qu'il suspendait tout accord pour examen. Les conséquences professionnelles étaient immédiates. Des appels téléphoniques rapides, des visages devenus blêmes, des regards qui cherchaient Harold comme s'il allait expliquer l'inexplicable,
Harold, lui, s'était recroquevillé dans une posture d'homme surpris, mais non désemparé. Peut-être dans la conscience de l'âge, les responsabilités paraissaient plus lourdes et la défense moins facile. Ce qui me surprit et ce qui me terrifia en même temps fut la honte qui traversa la salle. Non pas la honte de ceux qui clamaient l'innocence, mais la honte des autres, ceux qui organisaient l'impensable. Partenaires qui se retiraient, collaborateurs qui se signalaient prêts à répondre à une enquête, tout se passa de façon, paradoxalement, paisible. La justice procédurale, ou ce qui en tient lieu dans le monde des affaires, s'est mise en mouvement. Personne n'a été lynché sur place, personne n'a été photographié dans une humiliation. Nous avions choisi la méthode qui, je l'espérais, ménagerait la dignité tout en exposant les faits. Après la soirée, alors que les invités se dispersaient comme des oiseaux qui tentent un arbre secoué, je me retrouvais face à Marcus dans un couloir où la lumière basse rendait les ombres plus longues. Il me regarda comme si l'un de nous deux s'était transformé en créature étrangère. « Et là, je ne savais pas » murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il essaya de m'attraper la main. J'ai retiré la mienne. Sa voix monta, puis baissa. « Si quelque chose s'est passé, je peux l'expliquer. On peut parler. S'il te plaît, ne pars pas. » J'ai senti la vieille tentation, la tentation d'écouter, de croire, de reconstruire. Mais écouter n'implique pas pardonner d'office. Il y a un seuil auquel on ne revient pas. L'amour que je lui portais n'excusait pas une inaction consentante. J'ai gardé ma voix mesurée. « Marcus, je ne demande pas de roman, je demande de la clarté, de la responsabilité. Si tu as choisi de fermer les yeux, je ne peux pas vivre là-dedans. » Ses yeux cherchaient une raison, une faille, une solution. Il n'y en avait pas. Le lendemain, la maison Whitmore entra dans un ballet plus institutionnel. Des représentants de la franchise annoncèrent la suspension des négociations, des avocats prirent contact pour demander des clarifications et une enquête interne fut officiellement ouverte. Les journaux locaux publièrent des dépêches prudentes, enquête en cours après révélation lors d'un événement familial. Les mots étaient choisis avec soin, mais pour moi, ils rimèrent avec une forme de réparation. Je n'avais pas cherché à détruire une famille, j'avais cherché à empêcher une utilisation cynique de personnes pour couvrir des insuffisances financières. Il est important ici que je réitère, je n'ai pas lancé un verdict public, j'ai porté des questions fondées et j'ai demandé que les institutions compétentes fassent leur travail. Les jours suivants furent un mélange de soulagement et d'amertume. J'ai reçu des messages de personnes qui, silencieuses jusqu'alors, m'écrivaient pour dire qu'elles avaient toujours suspecté quelque chose. Certaines pleuraient en me racontant des détails petits mais troublants. D'autres me reprochaient d'avoir mis la famille à nu. Ma réponse fut la même. La vérité n'est pas un spectacle, c'est une condition pour que la justice puisse agir. Richard, de son côté, obtenait des contacts et des promesses de renégociation. Il ne devint pas un héros, il resta un homme au compte à régler. Mais notre alliance avait servi une cause plus large, la remise en question d'un système opaque. Quant à Marcus, il tenta quelques gestes, des appels, des messages empreints de regret et d'incompréhension. Il m'a demandé de le rencontrer, pour parler, pour comprendre, pour envisager une solution. J'ai accepté une seule fois, dans un café neutre, comme on accorde une audience à une affaire inachevée. La conversation fut plus longue que je ne l'imaginais. Il avoua ne pas avoir su comment rompre avec les attentes familiales. Il admit parfois avoir choisi la facilité. Il n'excusa rien avec lyrisme. Il chercha des mots pour se justifier. C'était douloureux à entendre, mais nécessaire. J'ai posé une question simple. Si on te redonnait la possibilité de choisir, que ferais-tu ? Sa réponse fut confuse, mélangée de peur et d'affection. Je ne sais pas, dit-il. Cette incertitude fut l'étincelle finale. Comment construire un futur avec quelqu'un qui doute de ce qu'il est prêt à perdre ? Margaret, dans sa sagesse mesurée, m'aurait dit « Tu ne peux pas porter quelqu'un qui ne sait pas quel bardeau il est prêt à lâcher. » J'ai refusé sa demande de réconciliation, pas avec ostentation, mais avec la tranquillité de quelqu'un qui sait qu'une porte s'est fermée pour raison. Marcus partit dans une nuit d'hiver, le visage incertain. Je ne le poursuivis pas. La question n'était pas de le punir.
c'était d'affirmer que je ne céderais pas à une vie où l'on éclipse la vérité pour préserver l'illusion. Les conséquences pour les Whitmore se déployèrent de manière lente mais inexorable. L'entreprise subit des audits, la franchise se retira temporairement et des procédures internes furent engagées. On évoqua des mises à pied, des réévaluations de contrats et des enquêtes indépendantes. Pour la famille, la chute n'a pas été spectaculaire au sens populiste. Il n'y eut pas de portraits brûlés dans la rue. Il y eut plutôt une réorganisation, des conversations difficiles et la douloureuse nécessité d'expliquer des choix passés. Certains se défendirent en parlant d'erreurs de gestion. D'autres, moins chanceux, virent leurs responsabilités personnelles mises en lumière. Quant à ma position, elle resta claire et d'une certaine manière apaisée. Je n'avais pas cherché à humilier, j'avais cherché à dévoiler. Je n'ai pas célébré la chute des autres avec jubilation. Ma satisfaction fut discrète, presque professionnelle. J'avais rendu possible une remise en question publique et institutionnelle. Et cela, pour moi, suffisait. La semaine qui suivit, je reçus un appel de la fille de Margaret, ma tante, qui m'exprima une fierté silencieuse que je perçus plus que je ne l'entendis. Elle m'a rappelé les paroles que Margaret m'avait laissées. La dignité est un feu qui se préserve, ne l'éteins que si tu veux mourir de honte. Je passai quelques jours à me retrancher chez moi, à marcher longuement et à réfléchir à qui j'étais en dehors de la stratégie. Ce qui m'avait permis d'agir n'était pas seulement la colère, ni seulement la capacité d'assembler des preuves. C'était une conviction profonde. La valeur d'une personne ne devrait jamais être utilisée pour cacher des manquements systématiques. Peu à peu, la vie reprit son cours. J'ai repris le travail avec la même rigueur, les mêmes défis techniques, les mêmes lignes de code qui, d'un monde à l'autre, me semblaient plus honnêtes que la conversation d'un salon sur la propriété. J'ai rangé mes documents, sauvegardé ce qui devait l'être, et j'ai pris la décision consciente de revenir à une posture qui m'était familière, une simplicité choisie. Je n'avais pas besoin d'être pauvre pour être libre, mais je tenais à ce que ma vie reste fondée sur des choix conscients plutôt que sur des obligations tacites. J'ai continué à porter parfois les petites boucles d'oreilles de Margaret, comme on garde un talisman qui rappelle la boussole morale. Il y eut des réactions imprévues. Des gens que je n'avais jamais rencontrés m'écrivirent pour me dire merci. Des anciens employés de la maison Whitmore m'ont contacté pour témoigner, pour fournir d'autres pièces. Certains proposaient des pardons, d'autres restaient amers. La complexité humaine se déroulait devant moi, ni simpliste ni manichéenne. J'appris à accepter que rendre la vérité publique n'effaçait pas la douleur qu'elle causait. Cela l'ouvrait à la réparation possible. Marcus tenta quelques approches publiques, mais ses paroles furent souvent éclipsées par la méticulosité des documents. Il chercha à défendre la famille et en même temps à préserver ses liens personnels. Ses hésitations, au fond, expliquèrent ce que j'avais senti la première nuit. Il était partagé. On ne bâtit pas une loyauté durable sur un partage. Je n'ai pas cultivé l'amertume. J'ai cultivé l'espace. Il y a une différence entre être blessé et rester prisonnier de sa blessure. Margaret m'avait appris à guérir en marchant, pas en ressassant. Alors je marchais. Quelques mois plus tard, la presse fit état des suites, enquêtes internes, contrats suspendus et la promesse d'un audit complet. Certains actionnaires demandèrent des comptes. Viven, selon des sources qui restèrent prudentes, fit face à des accusations formelles. Les mots « enquête » et « mise à l'écart » apparurent dans des communiqués. Je ne cherchais pas la mise à terre des individus, je voulais qu'ils répondent de leurs actes. La justice, administrative ou judiciaire, devait suivre son cours sans que je fasse office de procureur public. L'une des choses qui me réconforta fut la réaction d'un certain nombre de personnes modestes qui ne voyaient pas toujours leur voix prise en compte. Ils trouvèrent dans ce qui s'était passé une validation. Une caissière d'une des concessions me fit parvenir une note simple. « Merci d'avoir regardé là où personne ne voulait regarder ». Ce remerciement, discret, sans faste, me rappelait que l'impact d'une action juste se mesure parfois dans des gestes minuscules. Le dernier rendez-vous que je fis avec la maison Whitmore fut silencieux. Harold m'appela pour me demander un entretien privé. Nous nous rencontrâmes dans le jardin d'une petite salle située à l'écart de l'effervescence médiatique. Il y avait dans son regard une fatigue bulleuse, comme si l'âge et la responsabilité avaient creusé des sillons profonds. Il me parla sans fioriture, d'une voix qui n'était plus celle d'un patriarche dominateur, mais d'un homme qui avait, à un moment donné, choisi l'apparence plutôt que la transparence. Il me dit « Vous avez été dur sur les mots, Ella, mais c'était peut-être nécessaire. » Je lui répondis que je n'avais pas cherché la dureté, j'avais cherché la vérité.
Il inclina la tête et pour la première fois, il y eut entre nous un accord silencieux. Nous n'étions pas amis, peut-être même pas alliés, mais nous étions enfin sur la même page factuelle. Avant de partir, il me demanda une faveur très simple. Prenez soin de votre réputation. Nous ne sommes pas des monstres, mais nous avons fait des erreurs. J'ai accepté de répondre simplement « Je prendrai soin de moi », mais la réputation ne remplace pas la vérité. Nous avons quitté le jardin comme deux étrangers avec un passif commun. La période qui suivit marqua pour moi un retour à une forme d'équilibre. Je retrouvais ma routine professionnelle, des amitiés vraies et l'envie tranquille de créer. J'ai acheté peu de choses nouvelles. Je m'offrais plutôt des expériences qui m'enrichissaient intérieurement, des repas avec des amis, des promenades dans des quartiers que je n'avais pas explorés, la lecture de livres qui ne parlaient ni de stratégie ni d'intrigue, mais d'histoires humaines simples. La vie, après tout, avait une capacité étonnante à reprendre ses droits, même après des secousses. Il n'y eut pas de grand triomphe final. La véritable victoire, si victoire il y eut, fut la restauration d'un principe, la transparence comme remède aux arrangements douteux. Les Whitmore durent faire face aux conséquences professionnelles. Certains membres de la famille cherchèrent à reconstruire sur des bases plus solides, d'autres disparurent peu à peu des cercles d'influence. Quant à moi, j'ai réaffirmé la leçon de Marguerite qui ne cesse de me guider. La dignité se tient ferme, non pas en brandissant des coffres forts, mais en vivant selon des principes. J'ai choisi de conserver cette simplicité, non pas par pauvreté, mais par volonté. Avant de clore ce chapitre, il me faut être net sur une chose. Agir comme une fille pauvre et naïve n'a pas été une feinte sans coup. Cela m'a coûté des moments d'angoisse, l'isolement temporaire et la nécessité d'affronter des amis et des amours d'autrefois. J'ai dû supporter le regard de ceux qui interprétaient ma retenue comme de la faiblesse et de ceux qui comprirent enfin et célébrèrent ce que j'avais fait. Mais j'ai aussi reçu des preuves inattendues de solidarité, des personnes qui, à mon contact, eurent le courage de parler, de témoigner, de faire la part entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, quand je repense à la porte en acajou et au chandelier, j'ai la sensation d'avoir traversé une épreuve qui m'a rendue plus complète. Je ne suis pas revenu pour triompher ou pour blesser, je suis revenu pour être fidèle à une idée simple que ma grand-mère m'a transmise. On mesure la valeur d'une vie par le courage de ses choix, pas par le poids de son portefeuille. J'ai refusé la réconciliation facile, non pas par sévérité, mais par respect pour la vie que je voulais mener. Une vie choisie et non assignée. Si vous retenez quelque chose de ce récit, j'aimerais que ce soit ceci. La transparence ne vient pas toujours en fanfare. Parfois, elle vient en faisant le choix difficile de se taire d'abord, d'écouter, d'assembler des preuves, de résister à la tentation d'une vengeance personnelle et d'agir dans l'espace public quand les institutions peuvent répondre. Ce n'est pas une méthode universelle, je ne l'offre pas comme un manuel, mais une histoire qui, j'espère, vous invite à réfléchir sur vos propres choix quand vous sentez que l'apparence masque une réalité plus sombre. La dernière image que je garde de toute cette affaire n'est pas celle d'une chute, mais d'un jardin où, après la tempête, on replante des arbres. Je suis rentrée chez moi et j'ai arrosé une plante que je venais d'acheter en souriant à la simplicité de cet acte. Margaret aurait dit que c'était là le vrai luxe, prendre soin, sans ostentation, et savoir pourquoi on le fait. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous pour d'autres récits sur la vérité et l'intégrité et partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.